chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, où que vous soyez dans le monde. Tout d'abord, en cette période de grande pandémie Covid-19, je tiens à adresser mes sincères condoléances à celles et ceux emportés par cette terrible maladie planétaire. Cette infection d'un autre genre restera parmi nous pour longtemps encore. Nous devons faire preuve de vigilance et respecter les directives de nos médecins et infirmiers lourdement débordés et à qui je rends un grand hommage et une sincère compassion pour leur dévouement dans une situation sanitaire sans commune mesure. La hantise de la dictature s'exprime dans tous les foyers et dans tous les lieux de rencontre à Djibouti, et cela depuis 43 ans. La misère, l'extrême misère, touche toutes les composantes de notre pays, sans oublier la cherté de la vie, comme les prix des produits de première nécessité, les prix exorbitants de l'électricité et de l'eau, qui sont d'ailleurs mal assurés par un service public défaillant. Par une justice présente, une injustice présente dans tous les coins de rue. Bref, le mal-vivre est constant dans ce pays. Le monologue d'Ismaël Omar Guelleh est fermé à tout débat, face à nous, est compris par vous tous. Toute voix discordante finit à gabode, comme beaucoup de nos compatriotes, ou meurt sans raison aucune, juste pour avoir critiqué le régime pour une raison simple, relevant souvent de sa propre vie et de son état de travailleur malheureux. La tectonique sociale est donc présente à Djibouti en raison de la disparité de revenus, une conséquence de la corruption exorbitante du système autorisé par la classe malhonnête au pouvoir. Oui, mes chers compatriotes, les solutions à vos maux existent. La pauvreté n'est pas une calamité éternelle, contrairement à celle que vous supportez depuis pratiquement près d'un demi-siècle sous un seul régime, celui du RPP. Cependant, quand nous vous disons un seul régime ici, c'est pour vous dire de bien comprendre que nous combattons les oppresseurs coupables ou complices d'un système auquel participent toutes les entités tribales et ethniques sous les directives criminelles d'une seule et même famille. Par conséquent, il vous appartient de prendre à bras le corps pour réaliser ce sursaut unitaire et national, une action digne pour sauver la République et son peuple dans une région troublée. Un changement s'impose à nous tous, avec des propositions, à commencer par là où le mal réside, à savoir l'origine de l'absolutisme du pouvoir et du mal djiboutien. Nous allons parler maintenant, justement, pour expliquer encore davantage, de la Constitution et des pouvoirs, parce que l'origine est aussi là. Nous ne pouvons pas ici retracer notre opposition à cette Constitution, mais nous avons commencé à critiquer cette Constitution depuis 1992, où il y a eu la première Constitution. Tout était fait pour une permanence surtout forte de la dictature incarnée par Goulette. Si certains avaient cru à cette époque que les négociations de 1994 étaient peut-être une clé pour dénouer la situation, le résultat a démontré que la Constitution de Djibouti était non seulement antidémocratique, mais aussi dangereuse pour l'avenir du pays, en ce sens qu'elle imposait un absolutisme total. Par la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, tous les abus sont ainsi permis pour un pouvoir exécutif fort en la seule personne du président de la République. C'est pour cette raison, que nous affirmons que la Constitution de 1992 est totalement contraire à tout esprit et à toute essence démocratique, puisqu'il y a une totale absence de contre-pouvoir. Le législatif, comme le judiciaire, sont ainsi rendus impuissants et aux ordres d'un seul homme. Il en est de même pour toutes les institutions du pays, comme l'administration centrale, voire du secteur privé, ce qui condamne l'ensemble du peuple à ne pas pouvoir exprimer leurs droits, mais à être soumis directement aux doléances auprès de ceux et celles qui ont la faveur du régime.
une situation donc de déprédation, de clientélisme et je ne sais quoi d'autre. Dans un tel contexte donc, d'absolutisme total et de répression de tout genre, existent des solutions qui puissent permettre une réelle adhésion de la population dans la conduite d'un État réellement démocratique et garant de son choix. Pour ce faire, une proposition d'une nouvelle constitution pour une seconde république mature et capable de répondre aux vœux de la population djiboutienne s'impose. Cette nouvelle constitution, donc, diamétralement opposée à celle qui a instauré la dictature depuis plus de 43 ans, doit non seulement garantir une réelle stabilité du pays, mais aussi une indispensable séparation des pouvoirs de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Chers compatriotes, ces différents pouvoirs doivent non seulement être équilibrés, mais se doivent de prendre à bras le corps le rôle de leur autonomie pour pouvoir remplir pleinement leur mission, qui consiste surtout à mettre fin à la concentration des pouvoirs de la présidence de la République, une concentration encore plus accentuée depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel locataire en 1999. Cette nouvelle constitution que nous vous proposons régira le pays et doit être en mesure de mettre fin à tous les abus du pouvoir, y compris permettre la poursuite du président de la République pour des délits caractérisés dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est une vérité. Il est à souligner que ce genre de pratique provient du cumul des mandats et des responsabilités en ce sens que le président de la République croule sous un chapelet de pouvoir, notamment celui de président de la République, de chef de gouvernement, chef des armées, chef du RPP et de l'UMP, et nous en passons. Vous conviendrez, chers amis, chers compatriotes, que nous vivons dans un système de type monarchique et surtout pas républicain. Nous vous disons clairement que c'est un leurre. Cette situation perdure depuis l'indépendance et cela est désormais inadmissible. Nous devons mettre fin à ce système destructeur de la nation. Sa continuité, c'est ça qui est grave, sera encore plus grave puisqu'à la fin de son mandat, le président de la République passera la main à ses proches et c'est ce que nous tous devons nous y opposer solidairement et tous unis pour le changement auquel nous aspirons. Le gouvernement donc de la Seconde République que nous proposons doit être responsable devant une Assemblée nationale qui doit disposer de toutes les prérogatives nécessaires et indispensables pour un contrôle effectif des actions de ceux qui dirigent le pays. Une Assemblée nationale libre de toute pression, responsable devant son peuple, pour pouvoir être l'organe catalyseur de la vie politique et porteur d'une éthique compatible telle que l'exige une vraie démocratie. Il en est de même du judiciaire qui doit garantir sans pression quelconque les libertés individuelles et collectives du peuple djiboutien et de ceux et celles qui vivent parmi nous. Cependant, pour une refonte totale du bon fonctionnement de nos institutions, répondant aux normes d'un vrai système démocratique, plusieurs étapes, et non des moindres, se présentent à nous tellement l'enjeu est d'une complexité telle qu'il faut une remise à plat de ce système hors norme qui dirige notre pays depuis l'accession de notre souveraineté nationale. Le premier point répondra donc de la nationalité et du système électoral. Le problème le plus crucial à Djibouti est celui de la nationalité. Des bancs entiers, mais vraiment entiers de la population de notre pays sont sciemment mis au placard et n'ont aucun droit au sol, ni droit de sang dans leur propre nation, puisqu'un refus administratif et politique forge ce mur de silence depuis l'indépendance. Nous disons cela parce que nous avons non seulement enquêté, mais aussi constaté cette folie du régime de ne pas pouvoir reconnaître à ses citoyens leurs droits le plus élémentaires,
celui d'appartenir à une nation, à la nation djiboutienne. Ces personnes sont de deux ordres. Celles de la capitale et des environs proches qui, avant l'indépendance, ont été obligés de prendre la carte de résident, dit en termes locaux carte d'Amer, et qui d'ailleurs ont voté lors du référendum pour l'indépendance. La seconde catégorie est celle en majorité des citoyens des districts de l'intérieur, lesquels n'ont jamais obtenu les pièces nationales depuis l'indépendance et à ce jour sont ignorés. Lors de l'élection 2003, justement, avec le président actuel de mon parti, ARD, Aden Mohamed Abdou, nous avons entrepris une tournée dans les régions de l'intérieur. Lors de cette mission, nous avons rencontré les responsables, notamment certains préfets, qui nous ont affirmé, et clairement affirmé, qu'ils ne disposaient pas de moyens suffisants et qu'il y avait dans ces régions une absence totale de volonté de la part du pouvoir central pour corriger ce problème d'attribution des pièces d'identité. Bref, qu'ils étaient dans l'impossibilité de satisfaire la demande de cette population, loin de la capitale, devenue apatride dans leur propre pays. Donc, il s'agit bien d'une politique délibérée du pouvoir unique qui a sciemment exclu une partie de la population de son droit le plus inaliénable. Pour ce faire, le régime a adopté les décrets je vous dirai exactement, numéro 82-113 PR du 28 octobre 1982 et la loi numéro 90-01-07 de la présidence relative à la délivrance du certificat de nationalité. Cette loi a été adoptée pratiquement sans débat dans un contexte intérieur où la police politique commençait à prendre une ampleur insoutenable, surtout dans la capitale, et donnait à certains étrangers avoisinant les moyens juridiques de devenir djiboutiens par le simple fait d'appartenir à un clan, une tribu et autres, qu'ils soient circonvoisins. La distance du rayon du cercle de circonvoisinage n'est pas déterminée par la loi, mais elle saute aux yeux à sa lecture. Chacun et chacune d'ailleurs pouvant consulter si besoin se présente. Je ne peux que vous dire aussi qu'elle met en place des raisons très controversées sur l'acquisition de la nationalité djiboutienne et des motifs très relatifs, voire imprécis, quant aux conditions sur la perte et la déchéance éventuelle de la nationalité djiboutienne. Ces deux derniers titres ayant été destinés, à notre sens, à réprimer juridiquement par l'exclusion de la nationalité de certaines communautés nationales vivant encore aujourd'hui dans une situation d'étrangers dans leur propre pays. C'est ainsi que nous vous informons aussi ce paradoxe de cette situation humiliante pour toutes les familles qui est que ces citoyens spéciaux forment un électorat de taille. Les détenteurs du pouvoir et leurs hommes de main s'en servent d'ailleurs, moyennant finances et promesses, pour un vote en leur faveur à chaque élection législative et présidentielle ou autre. Pour la catégorie carte d'Amer, aussi nombreuse que la seconde, inscrite depuis l'indépendance sur liste électorale du ministère de l'Intérieur, elle est lors de chaque scrutin victime des mêmes promesses non tenues par le régime et ses représentants, à savoir le remplacement de la carte d'identité des résidents par la carte d'identité nationale et naturellement l'acquisition de la nationalité djiboutienne. Pour tous ces enfants et suivants issus de cette première catégorie. Deuxième point, l'attribution de la carte d'identité nationale à celui des deux conjoints étrangers ainsi qu'aux enfants et petits-enfants. Une telle situation d'exploitation des faiblesses de cette catégorie de citoyens ne peut certainement pas déroger à la règle fixée depuis l'indépendance par la dictature. En l'absence d'une réelle démocratie avec des élections transparentes, ces électeurs otages voteront de gré ou de force en faveur du régime en place, soit avec des ordonnances, sinon avec des cartes électorales renouvelées par simple présentation de l'ancienne carte électorale. Chers amis, chers compatriotes, alors que les conditions de cette catégorie de citoyens n'étaient guère meilleures sous Goulet, entre autres précurseurs de la carte d'identité de résident
car Damer, l'arrivée au pouvoir de son neveu Ismaïl Omar Guelleh n'a fait que rendre plus difficiles les possibilités offertes par les lois antérieures sur la délivrance du certificat de nationalité. C'est pour cela qu'en effet, un décret numéro 99-01-50 de la présidence et du ministère de l'Intérieur abroge et remplace les précédents et publié dans le journal officiel du 13 septembre 1999 n'apporte aucune avancée pour soulager ces victimes si suscitées. Et pire encore, le juge de nationalité est soumis à l'avis, sinon à la décision du directeur de la population pour l'attribution du certificat de nationalité. Le juge de nationalité perd ainsi toutes ses prérogatives. Quelle faillite morale, dirions-nous. Cet état de fait contraire aux droits de la personne humaine a été dénoncé à maintes fois par le regretté et ami Jean-Paul Abdi Noël et par moi-même. Nous avions travaillé sur un dossier complet que le président de la LDH avait soumis aux instances internationales, notamment lors de la semaine sur la discrimination raciale tenue à Durban du 31 au 7 septembre 2001. À ce jour donc, le statu quo persiste et le régime n'en a cure de cette population. Pourtant, les solutions et les finances existent pour remédier à une telle gravité et faire de Djibouti un état de droit pour tous. Donc, à défaut de volonté irresponsable pour financer et corriger ce manquement gravissime, les instances internationales disposent de fonds destinés à remédier à une telle situation pour les pays qui en demandent. Et il nous semble qu'avec force de volonté, ces instances pourraient couvrir les frais pour un recensement global de la population d'une part, et aussi corriger ce manquement sur ces catégories de personnes. Après cette première opération, dont je cite, de recensement sur l'ensemble du territoire national, il nous paraît obligatoire de rétablir ces personnes dans leur droit aux pièces d'identité pour les insérer définitivement dans la communauté nationale auquel ils appartiennent réellement. Ce n'est qu'à l'issue de ces travaux, donc, que peut intervenir la partie fondamentale pour la mise en place de l'avancement vers l'état de droit et la démocratie réelle. Il s'agit de la refonte de la liste électorale et de son assainissement par la mise à jour effective et inconditionnelle au moins une fois par an, ce qui permettrait aussi aux jeunes générations en âge de voter d'être enregistrées. Nous savions que depuis l'indépendance, les morts, les absents, ceux qui sont en voyage ou ailleurs, faisaient partie des électeurs du régime du RPP. Au moins là, nous aurons ainsi un fichier électoral fiable et transparent. Encore mieux, si les conditions sont réunies pour que ce nouveau dispositif soit numérisé pour plus de crédibilité de notre état civil à Djibouti. Enfin, ce n'est qu'à travers cet ensemble de travaux préalables que peuvent avoir lieu des élections crédibles, honnêtes et transparentes. Ce qui inaugure donc un changement de taille et un réel processus d'alternance, puisque ce nouveau dispositif ouvrira aussi d'autres perspectives dans les modes d'élection, notamment sur la base d'un mode de scrutin proportionnel, donc équitable, traduisant parfaitement le désir des citoyens dans son ensemble. Dans l'immédiat, mon parti, l'Alliance républicaine pour le développement, comme la coalition à laquelle nous participons, appelons clairement au rejet total du 5e mandat du dictateur Ismaïl Omar Guelleh, qui est en place actuellement, et pour une seconde république. Je suis tout aussi engagé que mes compatriotes pour que les choses changent et bougent pour une fin du système liberticide et destructeur. En définitive, chers compatriotes, je reviendrai sur d'autres projets comme l'économie, la santé, l'éducation et d'autres dossiers. D'abord, je vous remercie. Ayez confiance en nous, ayez confiance en vous. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.